Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, surtout en ces temps assez compliqués en France. J'espère que vous faites très attention à vos véhicules, à vos voitures, que vous les garez en parking souterrain. Bref, on se retrouve une nouvelle fois dans ma Lexus IS 250 pour le début d'une série de vidéos justement sur ma voiture. En dehors des essais presse et des essais lambda, j'aimerais bien partager un petit peu mon expérience avec cette Lexus. Et comme vous l'avez vu, aujourd'hui, je vais vous détailler probablement les 4 raisons qui ont fait que j'ai choisi une Lexus et pas forcément la concurrence, représentée par BMW, Audi ou encore Mercedes. Parce que oui, j'aurais pu partir vers ces marques-là pour acheter ce véhicule. En face, on a les séries 3, classe C, Audi A4. Et pourtant, j'ai pris une Lexus. Et le choix n'est pas particulièrement anodin pour le coup. On aura d'autres vidéos sur cette voiture. Je ne sais pas si je la garde encore. Il n'est pas certain que cette voiture finisse l'année dans mes mains. Comme la vidéo pour l'hybride, une vidéo qui a extrêmement bien marché. Je vous en remercie. On est à plus de 13 000 vues en à peine 10 jours. C'est littéralement une dinguerie, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, tout comme la vidéo sur l'hybride, je vais remplacer un petit peu de contexte pour vous expliquer ce qui a amené l'achat de cette Lexus IS 250. Donc, ce qui se passe, c'est que j'étais en CT200H après être sorti d'une Peugeot 406 coupé Pininfarina en 2 litres 2 16V. Une excellente voiture au demeurant, mais qui n'était pas très fiable. 3 mois, 3 pannes, tout simplement. C'était ahurissant. Je suis un homme marié avec une épouse qui veut que les économies du foyer soient bien utilisées et qui en avait un tout petit peu marre d'enchaîner les véhicules avec des pannes constantes. Et donc elle m'a dit, prochain véhicule, je veux un véhicule fiable. Donc, je connais un peu mon sujet, donc il fallait se diriger vers les japonaises. Et il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait chez Toyota. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le CT200H. Mais quelques mois après, la famille s'est agrandie. Et le CT200H, pour une famille, c'était compliqué avec la CT200H. Donc j'ai très rapidement revendu la CT200H. Elle n'est pas partie très très loin parce que je l'ai revendue à ma petite sœur. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo sur la CT200H très bientôt. Donc cet été notamment. Et donc je revends la CT200H. Et là, il faut trouver une berline pour la remplacer. Parce que je ne voulais pas acheter de monospace. Ça ne m'intéressait pas. Je ne voulais pas acheter de SUV. Vous commencez à comprendre pourquoi je ne veux pas de SUV. Et donc je voulais une berline. Et je voulais aussi, à l'occasion, me faire une dernière fois plaisir. Avant peut-être de revenir à des véhicules un peu plus, on va dire, normaux. Je voulais me faire plaisir et je voulais absolument avoir une berline performante. Et donc mon choix s'est porté sur cette Lexus plutôt qu'une BMW, une Mercedes ou une Audi. Et je vais essayer de l'expliquer en 3 ou 4 points. L'un des premiers points, et ça va être un petit peu égoïste de dire ça, mais c'est la différence au final. Parce que les Lexus IS 250, c'est pas des véhicules qu'on retrouve à chaque coin de rue. Et ça différencie un tout petit peu. L'expérience est vraiment différente. Et c'est assez gratifiant du coup de rouler dans un véhicule qui est assez exclusif et qu'on ne voit pas tout le temps. Ce modèle, il ne s'est pas énormément vendu en essence. La seule motorisation disponible, c'était celle que j'ai, un 2 litres 5 de 208 chevaux. Et aussi une autre motorisation, la version ISF, qui elle était un V8 de plus de 400 chevaux, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, j'allais pas prendre un ISF, même si c'est un excellent délit, l'ISF, attention. Mais voilà, il n'y avait que 2 motorisations essence. Et je voulais absolument un 6 cylindres. Chez Mercedes notamment, parce que j'aurais BMW, la série 3 90, c'est pas trop ma tasse de thé. Même si le 325i, qui est le moteur équivalent à celui-ci, est plus performant, plus économe. Avec ma conduite, je pense que j'aurais tiré une consommation bien plus correcte que celle que j'ai là, même si là je consomme très peu. Là je suis à peu près à 8,8 au 100 sur 18 000 km. Avec le 325i, je pense que j'aurais fait moins. Mais j'y reviendrai. Il y a un autre problème avec la BM et même les Allemandes en général qui me posent souci, mais j'y reviendrai. Et par rapport au V6, simplement chez Mercedes, la première offre V6 sur la classe C, la W204 du coup, c'est que le premier V6 essence au catalogue, c'est un 272 chevaux. Beaucoup trop puissant, beaucoup trop onéreux à assurer, j'ai laissé tomber. Audi, le 3 litres 2 est un moteur très solide, mais c'est un moteur très compliqué à entretenir.
les interventions sur le 3,2 litres sont extrêmement compliquées à faire. Et j'avoue qu'avoir regardé pas mal de vidéos, de fiches fiabilité et d'occasion de la chaîne Voiture et Ingénierie, aujourd'hui je regarde beaucoup moins les vidéos de cette chaîne parce qu'elles ont pris une tournure assez bizarre. Mais à l'époque où ils faisaient des fiches fiabilité et des fiches occasion, c'était vraiment pas mal. Et donc, venant d'un univers très Toyota, donc je connaissais la fiabilité de Toyota, j'étais déjà chez Lexus, donc je dis bon, on continue avec la Lexus IS 250. Donc je l'ai pris. C'était l'un des premiers points. C'est l'élément différenciant et en plus voilà, on roule dans une berline familiale dite premium ou de luxe qu'on ne voit pas tout le temps. Et ça c'est assez sympa. L'un des points aussi qui a fait pencher la balance, c'est l'équipement. Chez Lexus, on n'a pas une liste d'options longue comme mon bras. C'est-à-dire que là, je suis en finition exécutive, donc c'est la finition la plus haute possible sur le Lexus IS 250 et j'ai littéralement tout. La seule option qui me manque, le seul équipement qui me manque, c'est le radar adaptatif qui était déjà disponible en 2006. Là, c'est un millésime 2009. Au niveau des équipements marquants, entre guillemets, j'ai un GPS Cooler, ce qui était assez rare à l'époque. J'aime bien en parler, mais j'ai un petit volet roulant, donc qui ne me sert plus à grand chose maintenant que j'ai tâté les vitres. Les feux adaptatifs, lorsqu'ils sont allumés, qui vont suivre la courbe de mon virage notamment. Les radars à l'avant et à l'arrière, les sièges chauffants et ventilés, la sono Mark Levinson avec 15 haut-parleurs qui est juste divine. Et aujourd'hui encore, quand je teste des véhicules neufs qui ont des sonos Harman Kardon et compagnie, Bose, qu'importe, elle n'arrive même pas à la cheville du Mark Levinson. Donc oui, l'équipement est pléthorique. Pour avoir ne serait-ce que la moitié de tout ça sur une allemande, oh là, il aurait fallu que je cherche, vraiment. Il aurait fallu que je cherche énormément pour avoir une voiture vraiment full chez Audi, chez BMW, chez Mercedes. C'est extrêmement compliqué. Vraiment, j'ai essayé de chercher, mais c'était compliqué. Surtout chez BMW, en 325i, il y a un tas de finitions, on s'y retrouve pas. Non, chez Lexus, la lisibilité des finitions et des équipements est très claire. Et c'est ça qui m'a fait vraiment continuer vers une Lexus. C'était déjà le cas sur la CT200H où j'avais aussi une finition passion, c'était la finition la plus haute. Et encore une fois, je crois que les options qui me manquaient sur la CT200H, c'était le toit ouvrant, que là j'ai. Et encore une fois, le radar adaptatif. Et le dernier point qui m'a fait balancer vers cette Lexus, c'est sa fiabilité et son coût d'utilisation qui est au final plutôt faible. On est sur un moteur V6, 13 chevaux fiscaux, mais ça ne me coûte pas très cher en assurance parce que j'ai un bon bonus. Mais même mécaniquement parlant, on est sur une mécanique qui est extrêmement fiable. Je dirais tout aussi fiable que les L6 BMW ou les V6 Mercedes, mais c'est tout ce qui est périphérique de la voiture qui, eux, vont être sacrément solides. Et c'est moins le cas sur les BMW et les Mercedes. Je ne parle pas d'Audi. J'ai pas de souci qu'avec Audi, mais je ne parle pas d'Audi. C'est le groupe VAG. Voilà, sur les 2 litres TFSI et tout, c'est pas forcément génial. En tout cas, c'est moins fiable qu'une Lexus. Je pense pas qu'il puisse avoir de débat sur la question. Et en termes d'entretien, on va dire que c'est 2 points en un. Cette voiture ne me coûte vraiment pas grand chose. J'ai déjà parcouru près de 20 000 km à son bord. Et les seules pièces que j'ai changées, ce sont des biellettes de direction. Et sinon, j'ai fait une révision. C'est tout. J'ai rien fait de plus. Et, des silent blocks à l'avant de bar stable. Voilà. On est sur moins de 200-300 € de travaux. Parce que c'est des choses que je fais moi-même. Et, enfin, avec l'aide de plusieurs amis. Ça, plus l'entretien courant et 4 pneus neufs. C'est tout. C'est tout ce que j'ai fait comme frais en 20 000 km. Zéro panne. Zéro bug. Enfin, si, là en ce moment j'ai un bug, c'est les feux automatiques qui s'allument constamment. Donc il y a peut-être un petit souci avec le capteur. Mais on est sur une voiture qui a quand même qui va sur ses 14 ans. Très bientôt. Non, même sur ses 15 ans. Qu'est-ce que je raconte? La voiture va bientôt avoir 15 ans. 245 000 km. Et niveau fiabilité, je n'ai rien à dire. Par rapport à ma Peugeot 406 qui m'a en 3 mois claqué 3 fois dans les dents. Là, ça fait presque 18 mois, un tout petit peu plus d'1 mois et demi que je l'ai. Et vraiment, zéro panne, zéro problème, rien à signaler. C'est du pur bonheur. Et c'est la raison pour laquelle si je viens changer de voiture, ce sera certainement pour plus petit, mais j'irai encore une fois, je pense, vers une japonaise qui a un historique irréprochable. Et même sans entretien, ça peut se rattraper, ce qui n'est pas forcément le cas des voitures européennes. On ne découvre pas de panne en cascade et de nouvelles choses à réparer. Par contre, oui, cette voiture n'est pas parfaite,
En termes de fiabilité, je parle. Sur les autres points, ça sera dans d'autres vidéos. Elle a des faiblesses. Et l'une des faiblesses qui est très connue sur cette Lexus IS 250, si ça vous intéresse, c'est son alternateur qui sera à changer, clairement. L'alternateur n'est pas une pièce d'usure normalement, mais sur ce modèle-là, sur cette motorisation-là, l'alternateur est assez faible et il faut le changer. Il a déjà été changé par l'ancien propriétaire qui s'est vraiment occupé de cette voiture comme un chef. Boris, si tu passes par là, je te salue, vraiment. Je peux te dire que ma voiture est unique, elle a vraiment été personnalisée. Et c'est pour ça que ce serait assez compliqué de la lâcher. Mais à part ça, rien à faire. Attention cependant aux versions diesel, parce que j'en parle pas beaucoup. La version diesel de cette voiture-là, les IS 220D en 150 et en 177 chevaux, niveau fiabilité, c'est une catastrophe. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ce n'est pas bon. Préférez largement les BMW 320, je pense. Les mots sont peut-être un peu durs, mais pour le coup, oui, il y a un tas de problèmes sur la version diesel de cette Lexus qui sont bien répertoriés, bien ramenés par la communauté justement. Et c'est un moteur qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Et bon, c'est un peu dommage pour une Lexus. En V6 essence, pas de souci. Ça consomme peu, c'est fiable, c'est bien équipé. Que dire de plus? Elle a des faiblesses encore une fois. Mais ça sera dans une prochaine vidéo où j'exposerai justement les 5 choses que je n'aime pas trop sur cette voiture. En tout cas les amis, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Alors, on est sur un format plus vlog. Soyez prudents sur la route. Soyez prudents avec vos voitures. Protégez-les. Mettez-les à l'abri tant que cette situation ne se calme pas. Conduisez safe. Et moi je vous dis